Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue, si nombreux pour discuter. C'est le 19 mai 2025, qui d'ailleurs est le jour de l'anniversaire de Julien qui est là. Je salue mon pote. Et donc, on va discuter de matière noire. Donc, moi, c'est Marco Cirelli, je travaille au LPTHE, au laboratoire de physique théorique et haute énergie à Sorbonne Université. Et je suis un chercheur CNRS. Et je m'occupe de matière noire, donc je vais vous parler pendant 1 heure à peu près de matière noire. Donc on va voir ensemble qu'il s'agit d'une substance qui remplit l'univers, qui est essentielle à la constitution de l'univers et que pourtant on n'a pas encore découvert. C'est quelque chose qu'on cherche depuis à peu près un siècle. Donc pour discuter de ça, j'aime beaucoup commencer avec ce genre d'image. Donc vous voyez là, cette image, c'est une photo d'un champ profond du télescope spatial Hubble, le télescope spatial qui tourne sous nos têtes à environ 500 km d'auteur. Et imaginez-vous que chaque point de cette image, c'est une galaxie. Donc la plupart des points sur cette image, c'est une galaxie. Donc chacune grande comme la Voie lactée, ou même plus, si vous voulez, chacune avec 100 milliards d'étoiles, avec les planètes, les astéroïdes, les nébuleuses, les satellites, tout ça. Donc imaginez quelle quantité énorme de matière on est en train de regarder quand on regarde une image comme ça. Quantité vraiment astronomique de matière. Et pourtant, en fait, si je regarde une image comme ça, je me rends compte, avec un autre télescope, un télescope qui mesure les rayons X, donc une autre longueur d'onde de la lumière, je m'aperçois qu'il y a d'autres quantités de matière qui sont apparues ici en rouge. Après, je vais discuter, je vais vous dire de quoi il s'agit exactement. Mais en fait, il y a d'autres quantités de matière qui sont apparues en rouge, dont la quantité est encore plus importante de la quantité contenue dans les galaxies. Et la chose surprenante, c'est qu'en fait, dans cette même image, il y a une autre quantité de matière encore plus importante, qui est ici en bleu, qu'on ne peut pas voir avec un télescope ni optique ni à rayon X, avec aucun télescope, et que pourtant est bien là. Cette matière qu'on ne voit pas, mais qui existe dans l'univers à plusieurs endroits, c'est en fait la matière noire. Et c'est le sujet de notre discussion aujourd'hui. Donc en fait, cette image en guise de mise en bouche, disons, ça me sert à dire qu'en fait, l'univers nous cache, dans cet endroit-là, mais aussi partout, une grande quantité de matière. En fait, la plupart de la matière dans l'univers est cachée, elle est sous une forme qu'on n'a pas encore découverte. Alors, pour être un peu plus quantitatif, vous avez peut-être déjà vu un graphique comme ça, un camembert comme ça, qui nous dit qu'en fait, le 95% de l'univers, du contenu de matière et énergie de l'univers, est quelque chose d'inconnu, de noir. Donc, noir dans le sens qu'on ne le voit pas, qu'on ne peut pas le voir parce qu'il n'interagit pas avec la lumière de nos télescopes, mais aussi parce que c'est mystérieux, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore compris. Donc en fait, il n'y a que 1% de la matière de l'univers qui est sous forme d'étoiles, donc notre Soleil, toutes les autres, donc les étoiles, des choses qui émettent de la lumière. Ensuite, il y a le 4% en gros qui est fait de gaz, planètes, astéroïdes, satellites, et tout ça. Donc en gros, les choses qui reflètent la lumière émise par les étoiles. Et donc tout ça est fait de matière qu'on connaît bien, on va dire, d'atomes qu'on va discuter plus tard, mais qu'on connaît bien. Et tout le reste, donc le 95%, est constitué de deux choses inconnues et noires. Une qu'on appelle énergie noire, qui fait le 69% du contenu d'énergie et masse de l'univers. Et je ne vais pas discuter ça ce soir. Et l'autre, qui est l'objet de notre discussion, qui est la matière noire, qui en fait constitue environ un quart du contenu total de matière et énergie de l'univers. Donc, c'est un problème particulièrement intéressant pour les physiciens, pour les scientifiques d'aujourd'hui, la matière noire, parce qu'en fait, il s'agit de quelque chose qui est un peu à la croisée des chemins de deux disciplines complètement différentes. Donc, d'un côté, la physique de l'extrêmement grand, de l'infiniment grand, donc la cosmologie, la physique de l'évolution du cosmos, et de l'autre, la physique de l'infiniment petit, des particules élémentaires, par exemple les protons, les électrons, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, oui, donc la matière noire, c'est un problème cosmologique, c'est l'univers qui est rempli de cette matière, donc c'est un problème du cosmos. Mais de l'autre côté, je vais vous dire plus tard, on est convaincu qu'en fait la solution va venir de l'existence d'une nouvelle particule, un nouveau type de particule qu'on n'a pas encore compris. Okay? Donc c'est là vraiment à l'intersection entre l'infiniment grand et l'infiniment petit qui se trouve peut-être la solution de ce mystère de la matière noire.
OK, alors commençons par le début. Donc, la première chose dont je vais vous parler est l'existence de la matière noire. Comment on sait que la matière noire existe? Donc, pourquoi on est convaincu qu'elle existe? Alors, il y a trois choses dont on peut parler. La première, c'est les courbes de rotation galactique. La deuxième, c'est les amas des galaxies. Et la troisième, c'est la cosmologie des précisions. Alors, pour chacune de ces choses-là, je vais vous raconter une histoire. Mais les histoires sont différentes, parce que la première, une histoire assez simple, vous allez voir, c'est l'histoire d'un homme et une femme qui regardaient les galaxies tourner, donc facile à comprendre. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas très intéressant, c'est-à-dire que c'est un peu anecdotique, ce n'est pas la chose sur laquelle les scientifiques basent leurs calculs. Et de l'autre côté, alors les amas des galaxies, c'est l'histoire d'une collision entre deux amas des galaxies, on va voir plus tard. Et la cosmologie des précisions, c'est en fait l'histoire de l'évolution de l'univers depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus difficile à comprendre, mais c'est la chose qui nous guide aujourd'hui pour dire que vraiment la matière noire existe. OK, mais commençons par la première, donc les courbes de rotation galactique. Et en fait, avant de parler des courbes de rotation galactique, je vais parler d'un système qu'on connaît tous beaucoup mieux, donc le système solaire. Bon, tout le monde connaît le système solaire, il y a le Soleil au centre, il y a les 8 planètes qui tournent autour du Soleil. Donc le Soleil, vous savez, c'est la source de la gravité de loin la plus importante, donc toute la masse du système solaire est concentrée en gros dans le Soleil. Et les planètes, par contre, les 8 planètes font un tour autour du Soleil, avec des périodes, donc des durées de rotation qui sont différentes. Donc, par exemple, on a Mercure qui met 88 jours, Vénus qui met 220 jours pour faire un tour autour du Soleil, la Terre qui met un an, public averti. Et ensuite, de suite, donc, on a Mars, Jupiter, Saturne, etc. Uranus qui met 84 ans pour faire un tour du Soleil, et c'est exactement l'âge de Julien, si je ne me trompe pas. Et Neptune qui arrive jusqu'à 165 ans. OK, tout ça, c'est complètement logique. Non? Vous voyez, c'est les planètes qui sont lointaines du Soleil, elles doivent tourner lentement, parce que si elles tournaient vite, elles s'échapperaient à l'infini. Et par contre, les planètes qui sont proches du Soleil, par exemple Mercure, elles tournent rapidement, parce que si elles tournaient lentement, elles tomberaient dans le Soleil à cause de la force d'attraction gravitationnelle. Donc ça, c'est exactement ce qu'on apprend à l'école, c'est les lois de Kepler ou les lois de Newton, si vous voulez. Donc en fait, si je fais un graphique de la vitesse des rotations autour du Soleil en fonction de la distance, vous voyez qu'on trouve que Mercure tourne très vite et Neptune tourne lentement. C'est exactement en accord avec les lois de Newton. Bon, imaginez quelle surprise si on avait trouvé que dans le système solaire, les planètes tournaient toutes avec la même vitesse. Donc Neptune tournait avec la même vitesse que Mercure. Bon, on aurait dit, soit il y a quelque chose qui ne marche pas dans les lois de Newton, soit il y a une masse, il y a quelque chose de caché dans le système solaire que je ne vois pas, qui est responsable de ce comportement bizarre de la planète Neptune. Bon, alors ça, c'est exactement ce qu'on voit dans les galaxies. Donc, en particulier, les galaxies spirales, comme la nôtre, comme la Voie lactée, et comme Andromède, qui est la galaxie M31 qui est là, ou cette autre galaxie avec ce nom barbare qui ne nous intéresse pas. Donc les galaxies, donc là on a monté, donc je laisse l'analogie avec le système solaire et je me concentre sur les galaxies spirales comme celle-là. Qu'est-ce que sont les galaxies spirales? En fait, elles sont des agglomérats d'étoiles avec beaucoup de matière au centre, ici, ce qu'on appelle le bulge, le centre de la galaxie, qui contient la plupart de la masse de la galaxie. Et ensuite, autour, il y a les bras spiraux qui tournent un peu comme un manège, comme ça, comme un disque qui tourne autour du centre galactique qui est représenté là dans cette photo de la galaxie d'Andromède. Alors, si je fais un graphique, là aussi, de la vitesse de rotation de ces étoiles contenues dans les bras spiraux en fonction de la distance à partir du centre de la galaxie, qu'est-ce que je trouve? Qu'à la place de suivre le comportement de Newton, disons, qui est celui-là, de redescendre comme ça, comme si toute la matière était contenue dans le bulge, dans le disque, en fait, je trouve que les étoiles ont une vitesse qui reste constante, même quand je vais à des distances très grandes par rapport au centre de la galaxie. Donc, vous voyez, les points noirs là sont les mesures de la vitesse des rotations et sont toutes alignées, tous ces points-là sont alignés sur une vitesse très élevée qui est celle proche, similaire à celle des étoiles centrales. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en formule, si vous voulez, qu'en fait, les étoiles qui se trouvent très éloignées, par exemple celle-ci, elles sont sujettes à une grande force centrifuge, donc qui
qui a tendance à les éjecter de la galaxie, parce qu'ils ont une grande vitesse et donc une grande force centrifuge, qui doit être compensée par une grande force centripète qui les garde attachés au centre de la galaxie. Et si on fait les calculs, on voit tout de suite qu'en fait, il n'y a pas assez de matière dans le centre galactique, il n'y a pas le bon comportement pour garder ces étoiles-là accrochées au centre de la galaxie. Les galaxies devraient s'éclater en 1000 morceaux. Et alors, l'autre possibilité, et donc la déduction naturelle, si vous voulez, c'est qu'en fait, les galaxies sont remplies d'une quantité de matière qui est invisible et qui est responsable de cette attraction gravitationnelle supplémentaire nécessaire pour garder ces étoiles-là qui tournent si vite accrochées au centre de la galaxie. Bon, c'est super simple, et celle-là, c'est la matière noire. C'est ce qu'on voit dans les galaxies, et on peut comprendre tout de suite qu'elle existe par rapport à ça. OK, donc voilà, sauf si Newton s'est trompé complètement, les galaxies contiennent une grande quantité de matière invisible qui est distribuée comme une espèce de halo gazeux, si vous voulez, invisible justement, qui remplit la galaxie. Et nous, la galaxie baigne dans ce halo de matière noire. Alors ça c'est un problème qui date de presque un siècle, parce que ça a été découvert par un monsieur dans des systèmes un peu similaires à ceux-là, pas exactement ça, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc monsieur Fritz Zwicky, c'était un astronome suisse qui travaillait aux États-Unis, et déjà en 1933, donc bientôt un siècle, il s'est rendu compte que dans des systèmes un peu similaires à ceux-là, il manquait de la matière. Donc il y avait besoin d'une matière supplémentaire qui était cachée quelque part. Alors, à l'époque, les gens, la communauté scientifique, on va dire, on n'a pas prêté beaucoup d'attention à Zwicky. Bon, d'un côté, parce que, vous voyez, il n'était pas très sympa. Donc, apparemment, il avait la renommée d'être un spherical bastard. Donc, je ne vais pas traduire, mais ça veut dire quelqu'un qui n'était pas très agréable sous tous les points de vue. Et donc, non, à part ça, disons, les mesures n'étaient pas très précises, et donc les gens ont un peu laissé tomber. Et il faut attendre une quarantaine d'années pour avoir les mesures de Vera Rubin, aussi un astronome qui travaillait aux États-Unis, dans ce cas-là dans l'État de Washington, qui a fait exactement ces mesures-là, sur la galaxie d'Andromède, et a trouvé ce graphique, donc ce qu'on vient de montrer. Donc là, un peu parce que Vera était beaucoup plus sympa, et un peu parce que les mesures étaient plus fiables, on a compris qu'en fait, il y avait un problème dans la galaxie, qu'il manquait de la matière, et en particulier que cette matière était une matière abondante, beaucoup plus abondante que la matière ordinaire. OK, première chose, on a compris l'histoire d'un homme et une femme qui regardaient Andromède et les autres galaxies tourner. Deuxième histoire, c'est l'histoire des amas des galaxies, et en particulier des collisions entre les amas des galaxies. Donc là, je reviens à la photo que j'avais mise au début, parce qu'en fait, cette image-là est exactement l'image d'une collision entre deux amas de galaxies, une collision qui s'est passée il y a 5 millions d'années, en gros, et nous, on arrive comme sur l'autoroute après qu'il y a eu une collision il y a 5 millions d'années, et on regarde l'état des lieux. Donc, qu'est-ce que sont les amas des galaxies? Les amas des galaxies sont des groupes d'étoiles, de galaxies, pardon, par exemple une centaine ou un millier, qui se baladent ensemble dans l'espace, dans l'univers. Donc, ils sont liés par la force gravitationnelle, et donc ils constituent un groupe qui se balade tous ensemble. Et là, ce qui s'est passé est que cet amas de galaxies que vous voyez là, et cet amas de galaxies que vous voyez là, se sont rencontrés il y a 5 millions d'années, ils se sont passés à travers l'un de l'autre. Donc, en fait, ça s'appelle le bullet cluster, donc l'amas de la balle, si vous voulez, en français, parce qu'il y a un petit amas, qu'on appelle la balle, un projectile, qui a comme passé à travers l'autre. Alors, il y a un petit film qui a été fait par Harvard, par les gens d'Harvard, qui montre ça. Donc, vous voyez l'amas ici, le plus petit, qui passe à travers l'autre. Il fait même une onde de choc qu'on voit dans les images précédentes qui s'est créée ici. On va le voir sur l'image dans un instant. Voilà. Donc, reprenons les choses à petit. Donc, dans l'optique, donc avec une image avec le télescope spatial Hubble, donc dans l'optique, ce qu'on voit, ce sont les deux amas. Donc, vous voyez là l'amas le plus grand, qu'on peut appeler la cible, et l'amas projectile, qui est là plus petit. Et chaque amas est constitué, je ne sais pas, celui-là, c'est peut-être une cinquantaine de galaxies, et celui-là, c'est une vingtaine de galaxies. Donc, ils se sont traversés comme ça. Alors là, sur cette échelle, il faut imaginer que les galaxies sont comme des points. Sur cette échelle énorme, les galaxies sont comme des points. Donc, dans la collision, les amas se sont passés à travers sans se sentir.
Oui, un tout petit peu, une galaxie a attiré l'autre par gravité, mais en gros, ils se sont passés à travers. C'est un peu comme si vous êtes sur une plage et vous lancez un poignet de cailloux comme ça, il y a votre ami de l'autre côté à 100 mètres qui fait la même chose, la probabilité que les cailloux se percutent est très basse. Donc en gros, les galaxies se sont passées à travers comme ça, sans se collisionner. Très bien. Bon. Après, les amas des galaxies contiennent aussi, sont accompagnés par des nébuleuses gazeuses. Par exemple, de l'azote, de l'hydrogène, du gaz diffus comme ça, qui accompagnent les galaxies. Et les nuages de gaz, eux, ils se sont sentis, parce que ce n'est pas des objets punctiformes, il s'agit d'objets étendus, et donc, dans la collision, ils se sont sentis, ils ont interagi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ces nuages-là qui accompagnaient l'amas cible est resté un peu derrière. Vous voyez qu'il a attrapé un peu de retard à cause de la friction. Et celui-là aussi. Et d'ailleurs, il y a une onde de choc qui s'est produite à cause de l'interaction entre les deux nuages de gaz. OK, super. L'autre chose qui s'est passée, c'est qu'en fait, à cause de la friction, les deux nuages de gaz se sont chauffés. Parce que si je frotte un truc, il se chauffe. Et donc, les deux nuages se sont chauffés. Et donc là, maintenant, ils sont en train de libérer la chaleur, libérer l'énergie supplémentaire en émettant des rayons X, donc de la lumière, comme la chaleur. Et donc, voilà qu'on les voit grâce à ça, à l'émission en rayons X due à la friction. Bon, jusqu'à là, tout va bien, on comprend tout. C'est l'astrophysique énorme et astronomique, justement, mais qu'on comprend très bien. La chose qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fait, là aussi, dans cette image, il y a des nuages encore plus grands, comme je disais au début, qu'on ne voit pas avec les télescopes, mais qui sont bien là, et ici apparus en bleu. Alors, comment on fait pour voir, entre guillemets, ces nuages-là? Donc, je dis que ces nuages-là, ils n'interagissent pas avec la lumière. Donc, le fait qu'on utilise est l'effet des lentilles gravitationnelles, qui veut dire la chose suivante. Donc, imaginez d'avoir une source de lumière sur le fond, par exemple, une autre galaxie encore plus lointaine, derrière notre système. Donc, la relativité d'Einstein, la théorie d'Einstein, nous dit qu'en fait, les rayons lumineux émis par cette galaxie-là derrière sont courbés par la présence de la matière ici au milieu. Donc, cette matière ici, même si je ne la vois pas, a l'effet de lentilles sur les rayons lumineux émis par la galaxie qui se trouve derrière. Okay? Et donc, moi, je vois l'image de la galaxie derrière déformée, et donc je peux déduire la présence de cette matière, de ces nuages de matière, même si je ne vois pas les nuages de matière. Okay? Donc, en fait, c'est exactement comme par analogie, si vous pensez à l'optique. Imaginez que cette pièce soit complètement noire, et qu'au milieu, il y a une lentille en verre, grosse comme ça, là au milieu. Moi, je ne vois pas la lentille, parce que tout est noir, donc je ne peux pas la voir. Mais si je mets une bougie derrière, de l'autre côté, je vois l'image de la bougie déformée par le fait que les rayons passent à travers la lentille en verre. Et donc, je peux déduire la présence de la lentille et aussi sa forme, sa quantité de matière et tout ça. Okay? Là, c'est exactement la même chose. Je ne vois pas la matière interposée, mais je sais qu'elle existe grâce à cet effet de lentille gravitationnelle. Comment on estime que c'est la matière invisible et non pas la matière visible qui déforme Super, exactement. Donc, j'étais en train de dire ça. Donc, on fait les calculs et on voit que la déformation nécessaire pour courber les rayons lumineux est beaucoup plus importante de celle que pourraient faire les galaxies, donc les points lumineux qui sont là. Et aussi des natures différentes. Donc, ça, c'est une déformation diffuse. Et par contre, les galaxies pourraient courber uniquement les rayons qui passent très près des galaxies. Donc, c'est comme l'analogie que je disais avant. Donc, à partir de la déformation que je vois, je peux déduire la taille, la forme et la quantité de verre qu'il y a dans ma lentille. Et je vois que cette quantité de verre est énorme, beaucoup plus grande que la matière contenue dans les galaxies. Okay? Donc, vous voyez que ce système est particulièrement parlant pour nous parce qu'en fait, la matière visible, donc les points lumineux, les galaxies et les gaz, sont séparés physiquement de la matière invisible, donc la matière noire, le bleu. Et donc, je peux vraiment dire, grâce à la déformation, l'antigravitationnelle, etc., qu'il y a une quantité de matière qui se trouve là où il y a le bleu, qui n'interagit pas avec la lumière, donc elle n'émet pas de lumière, et donc elle n'interagit pas avec la lumière qui est la radiation électromagnétique, donc elle a charge électrique zéro, elle est neutre, c'est une matière neutre dans le sens charge électrique zéro, et aussi, c'est un type de matière
qui a très peu d'interaction ou aucune interaction avec elle-même et avec la matière normale. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez, alors ça, c'est ce que j'étais en train de dire, les nuages bleus, ils se sont traversés et ils n'ont pas attrapé un retard. Vous voyez qu'ils sont dans le même endroit que les amas. Donc en fait, ces nuages bleus, des nuages de matière noire, ils se traversent sans se sentir. Donc c'est un type de matière qui n'a pas d'interaction avec elle-même, ou celle-là, elle a très peu d'interaction. Okay? Contrairement au gaz qui s'est chauffé, etc., etc. Super, donc on est arrivé à la fin de la deuxième histoire, l'histoire de cette collision-là, et on parle de la troisième histoire. Donc la troisième histoire, c'est la cosmologie de précision, comme je disais. Donc ça veut dire en fait reconstruire l'évolution de l'univers depuis sa naissance jusqu'à nos jours. Alors là, ça va être un peu compliqué. Donc disons que ça veut dire en gros observer l'univers et déduire son contenu. Okay? Donc observer l'univers, ça veut dire deux choses en particulier. Observer la radiation diffuse cosmologique, qui est celle-là. Vous avez peut-être déjà vu cette image. C'est l'image du satellite Planck qu'il a révélé il y a une dizaine d'années. Donc ça, ce sont les photons émis par l'univers quand il avait un âge extrêmement basse, petite, donc il avait 300 000 années. Et aussi, regarder la distribution des galaxies dans le ciel. Donc, moi, je vais m'appuyer, donc, en faire les analyses mathématiques que vous voyez là, donc on ne va pas rentrer dans ça, mais disons, avec ces observations-là, on arrive à déduire que l'univers contient de la matière noire. Donc, je vais appuyer sur ça, la deuxième image, parce que c'est plus simple et c'est aussi plus parlante. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une cartographie de toutes les galaxies visibles dans l'univers actuel. Donc, avec un télescope qui s'appelle SDSS, donc Slow and Digital Sky Survey, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pointé le télescope dans toutes les directions du ciel, en haut et en bas, et on a mis un point là où on a trouvé une galaxie. Okay? Donc, dans toutes les directions du ciel et aussi en distance. Donc, vous voyez que le point d'observation central est là, pas parce que la Terre est au centre de l'univers, mais parce qu'on observe à partir de là, et on regarde dans toutes les directions, et on met un point là où on trouve une galaxie, on recommence, etc. Après, OK, évidemment, aplati en 2D, mais c'est une image 3D de tout l'univers observable. Donc, les couleurs, c'est peu important, disons, c'est des types différents de galaxies, mais ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on voit est que les galaxies ne sont pas distribuées de façon homogène dans l'univers. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas la même densité de galaxies partout. Il y a des vides et il y a des plans. Il y a des grumeaux, il y a des filaments, il y a des structures, des pancakes, on les appelle des crêpes. On a ce qu'on appelle en fait en anglais la cosmic web, donc la toile d'araignée cosmique. Donc la matière noire, les galaxies se distribuent sur une espèce de toile d'araignée comme ça, okay, avec des vides et des filaments. Et qui a produit cette toile d'araignée dans laquelle les galaxies sont allées se loger, comme des moustiques attrapés par la toile d'araignée? Bon, vous avez compris, c'est la matière noire. Et en fait, pour vous en convaincre, je vous montre cette simulation numérique que j'avais évoquée rapidement avant. Donc là, c'est une simulation numérique à l'ordinateur, en fait, un superordinateur, où on fait la chose suivante. Donc on prend un morceau d'univers, on suppose de prendre un morceau d'univers, un cube, avec une certaine taille, et on y met dedans un grand nombre de particules qui ont le rôle de particules de matière noire, donc dark matter en anglais, matière noire. Et on les met avec une densité qui est à peu près homogène, et on laisse évoluer ça depuis l'origine de l'univers jusqu'à nos jours. Donc le Z ici, c'est l'inverse du temps, donc je laisse évoluer et je vois ce qui se passe. Donc je démarre avec une distribution de ces particules de matière noire à peu près homogène. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que la loi de la gravitation fait son effet. Et donc, les endroits qui étaient légèrement plus denses commencent à attirer les autres. Et les zones qui étaient légèrement moins denses commencent à se vider parce que les particules de matière noire partent vers les zones plus denses. Donc, vous voyez que simplement sous l'effet de l'attraction gravitationnelle de Newton, ce que j'avais au début, donc cette distribution presque homogène, forme un truc comme ça qui ressemble très bien à ce qu'on a vu dans la distribution des galaxies. Alors là, c'est une simulation faite dans les années 2000. Là, il y a beaucoup mieux. Par exemple, celle-là, c'est une simulation de la collaboration Virgo qui a utilisé 1,5 milliard de particules de matière noire. Et là, vous voyez le temps qui passe. Donc là, on est juste après le Big Bang, un milliard d'années. Et vous voyez, j'ai commencé avec une distribution presque homogène.
Et après, petit à petit, grâce à l'attraction gravitationnelle, les particules de matière noire s'attirent les unes les autres et vont former ces filaments que là, vous voyez très bien déjà, donc avec les gourmands, avec le centre et les vides qui se vont former après. Okay? Donc, la matière noire est en train de nous construire cette toile d'araignée sur laquelle les galaxies vont se loger. Okay? Sans la matière noire, on n'aurait pas cette distribution de galaxies dans l'univers. Alors, on coupe le film parce que le reste, les 13 milliards d'années qui suivent sont ennuyants. Le bottom line, le point d'arrivée, c'est celui-là. Donc, à gauche, disons, ici en haut à gauche, vous avez les simulations, les observations. Donc, par exemple, la Sloan Digital Sky Survey, là. Donc, les points bleus, ce sont les galaxies, comme on a vu dans l'image au début. Et les points rouges sont les résultats des simulations numériques faites à l'ordinateur avec la matière noire. Qu'est-ce que vous voyez? Que dans un sens statistique, les deux images sont pareilles. Donc, la matière noire a créé la toile d'araignée et les galaxies sont allées se loger après dedans, grâce à l'attraction gravitationnelle. Okay. Donc, sans la matière noire, les galaxies seraient distribuées de façon complètement différente. Alors, on peut se demander, mais alors, si je mettais juste de la matière normale et pas de la matière noire, comment ça serait? Les gens ont fait des simulations sans matière noire, avec juste des atomes de la matière ordinaire. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ça ne marche pas du tout. Alors là, la simulation est très vieille et mal faite, parce qu'en fait, c'est ancienne, personne ne le fait plus. Mais vous voyez que sans matière noire, j'aurais des vides énormes et des structures beaucoup plus compactes. Je n'aurais pas ces filaments, ces gourmands, etc., qui sont ceux que j'observe dans l'univers. Okay, donc, alors je sais que là, c'est un peu plus compliqué, mais disons que la conclusion de ce type d'image et de comparaison entre les simulations numériques et les observations nous dit qu'en fait, la matière noire est essentielle à la constitution des grandes structures de l'univers, cette toile d'araignée-là, et qu'en particulier, elle est faite de quelque chose de, comme je disais à un certain moment, de particules, donc des choses qui s'attirent les unes les autres sous la loi de Newton, donc la gravité qui les attire. Okay? Donc quelque chose qui forme ces gros mots, qui collapse et forme des structures. Alors pourquoi j'insiste un peu sur ça, les particules? Parce qu'en fait, il y a une autre hypothèse, il y a une autre possibilité. Donc, si vous avez fait attention, jusqu'à là, j'ai fait attention à dire toujours, selon la loi de Newton, j'ai besoin de rajouter de la matière invisible. Selon la gravité d'Einstein, j'ai besoin de rajouter quelque chose d'invisible, etc. Donc un nouveau type de matière. Il y a l'autre possibilité. L'autre possibilité, c'est qu'il n'y a pas de la nouvelle matière à rajouter, mais il faut modifier les lois de la gravité. Okay? Peut-être on est en train d'utiliser des lois de la gravité non correctes. Donc on va entretenir cette possibilité pendant 5 minutes, et donc on peut se poser la question si, à la place de rajouter de la matière invisible, hypothétique, non pas encore vue, etc., on devrait par contre modifier les lois de la gravité. Alors ça, ce n'est pas la première fois que ça se passe dans l'histoire de la science. Et je vais vous raconter une autre histoire, donc l'histoire de M. Urbain Le Verrier, qui était astronome ici, pas loin d'ici, à l'Observatoire de Paris, qui en 1846, et tu étais déjà là, Julien, à l'époque, non? Était confronté à un problème, c'était les anomalies sur l'orbite d'Uranus. Donc l'Uranus, à l'époque, était la dernière planète connue du système solaire, et présenter des anomalies sur l'orbite, donc des petites accélérations, ralentissements, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Lui, il a eu l'idée de postuler l'existence d'une nouvelle planète, qu'on n'avait jamais vue à l'époque, qu'il appelait Neptune, et qui était responsable, avec son attraction, de modifier les petites, engendrer les petites modifications de l'orbite d'Uranus. On a fait ses calculs avec les lois de Newton, etc. Et l'histoire dit qu'en fait, il a trouvé une solution pour la position et la masse de la planète Neptune. Il a envoyé une lettre à un astronome allemand qui travaillait à Berlin, Johann Legal, qui avait le bon télescope. Et l'histoire dit que M. Legal, il a pointé son télescope le soir même qu'il a reçu la lettre de Paris. Il a pointé le télescope et il a trouvé Neptune. Donc, imaginez-vous le succès incroyable pour M. Le Verrier, qui, en fait, comme a dit François Arago, directeur de l'Observatoire, a trouvé une planète sur le but de sa plume. Effectivement, avec la puissance des mathématiques, il a trouvé l'existence d'une planète, d'une masse invisible. Alors, super, Le Verrier devient directeur de l'Observatoire. Si vous allez voir la Tour Eiffel, il y a son nom marqué sur la façade sud-est, je crois, je ne sais pas. Donc, retentissement international, et tout le monde était content.
Quelques années plus tard, en 1859, Urbain Le Verrier est confronté à un autre problème, et c'est les anomalies sur l'orbite de la planète Mercure. Alors là, c'est la planète la plus proche du Soleil, comme on a vu avant, qui a aussi des anomalies, ça s'appelle la précession de périhélium. Okay. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, Le Verrier? Bon, je sais ce qu'il faut faire. Il faut simplement postuler une nouvelle planète que je vais appeler Vulcan, qui est encore plus proche du Soleil que Mercure, et avec son attraction est en train de modifier l'orbite de Mercure. Donc, pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, les astronomes ont cherché la planète Vulcan avec des télescopes de plus en plus puissants, avec même des ratés, des fausses alertes, etc., en pensant qu'elle était si proche du Soleil qu'on était ébloui par le Soleil. Donc, ils ont tout essayé, mais en fait, ils n'ont jamais trouvé la planète Vulcan. Pourquoi? Parce qu'en fait, Vulcan n'existe pas. Il faut attendre l'arrivée d'Einstein, qui nous dit qu'en fait, le problème, ce n'est pas qu'il existe une nouvelle planète, mais c'est qu'en fait, si proche du Soleil, la force de gravité est si grande que les lois de Newton ne marchent plus. Et il faut utiliser les lois d'Einstein, donc de la relativité générale d'Einstein, qui en fait prédisent exactement les modulations, les anomalies de l'orbite de Mercure. Donc, vous voyez là où je veux arriver. Donc, dans ce cas-là, il y avait une masse invisible, on l'a rajoutée, tout allait bien. Dans ce cas-là, il n'y avait aucune masse invisible à rajouter, mais il y avait une modification des lois de la gravité à prendre en compte. Okay? Est-ce que dans le problème de ce soir, on est dans le cas ici ou dans le cas ici? La deuxième possibilité, le fait qu'il faut modifier la gravité, a été prise en compte, a été explorée, disons, par beaucoup de gens, mais en particulier Mordechai Milgrom, qui est un physicien israélien, qui dans les années 80 a commencé à dire, bon, si je prends la loi de Newton, la plus connue qu'on étudie à l'école, donc F égale ma, et je la modifie avec un coefficient mu de a, que je mets là, de façon complètement empirique, sans motivation profonde derrière, et disons que je massage un peu ce facteur mu de a que je rajoute, j'arrive à expliquer exactement les courbes de rotation galactique dont j'ai parlé au début. Okay, donc, en modifiant la loi de Newton, j'arrive à expliquer une des preuves d'existence de la matière noire sans rajouter de matière noire. Bah, alors, pourquoi je ne suis pas là à vous raconter que la matière noire n'existe pas, il faut modifier la gravité? Bon, parce qu'en fait, disons, ça marche bien, mais ça ne marche que pour ça. Les autres preuves que j'ai mentionnées, donc les collisions d'entrelacement des galaxies et surtout les grandes structures de l'univers, l'évolution de l'univers, ne peuvent pas être expliquées par une déformation si simple que celle-là de la loi de la gravité. Donc, disons que la plupart de la communauté scientifique est convaincue que nous sommes dans ce cas-là, donc il faut chercher une matière additionnelle et nouvelle, à la place d'être dans ce cas-là. Il faut garder un esprit ouvert, je ne veux pas exclure que demain il y aura un nouvel Einstein ou une nouvelle Einstein qui arrive et découvre la bonne modification de la gravité pour expliquer ces phénomènes. Mais disons que pour l'instant, on reste convaincu, la plupart de nous restent convaincus qu'on rentre dans la lignée de rajouter une matière additionnelle. Okay? Donc on rajoute une matière additionnelle qui, comme je disais, est faite de quelque chose de matériel, quelque chose de particules par exemple. Et ces particules doivent être en particulier lentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez vu dans la formation de ces structures qui se forment dans le film qu'on a vu, ces particules-là s'accrochent l'une les autres, donc forment les halos dans lesquels les galaxies vont se loger. Et elles ne doivent pas échapper de ces halos qui sont en train de se former. Donc elles doivent être lentes, sinon elles s'échapperaient et tout serait dispersé. L'autre chose qu'on apprend, c'est qu'en fait, ces particules-là, ou disons, la matière noire, de quoi elle est faite, on ne sait pas, mais disons, ce qu'elle est quelque chose de stable, donc quelque chose qui ne se désintègre pas depuis l'origine de l'univers, quelque chose qui a existé à l'origine et qui est encore là à nos jours, okay, parce qu'elle contribue à la formation de ces structures de l'univers. OK, donc on est arrivé à la fin de l'introduction. Et on a compris que tout ça, c'est des effets de la force de gravité qui nous disent qu'en fait, la matière noire existe bien dans l'univers à cause de ces trois choses-là que j'ai mentionnées. Mais alors là, on peut aller beaucoup plus vite parce qu'en fait, il faut maintenant se poser la question de quelles sont les propriétés de la matière noire, quelles sont les propriétés de ce nouveau type de particules. Bon, en fait, j'ai déjà dit quelles sont les propriétés parce qu'on a dit qu'il faut quelque chose qui soit neutre, quelque chose qui soit lente, un type de particule qui soit lente, qui soit stable et qui interagit très peu avec la matière ordinaire, avec elle-même.
Donc voilà les 4 choses fondamentales qu'on veut pour avoir un bon candidat de matière noire. Donc il faut une particule qui soit lente, neutre, stable et pratiquement sans interaction avec elle-même, avec les particules dont sont faits les objets normaux. Et alors, on va voir si dans les particules qu'on connaît, dans la physique des particules qu'on connaît, il y a des candidats, des particules qui ont ces 4 propriétés-là ou pas. Vous savez déjà que la réponse est non, mais on va voir en détail. Donc voilà, donc le modèle standard, c'est le résumé de tout ce qu'on sait sur la physique des particules, donc la physique élémentaire des objets, des choses qui nous entourent. Donc le modèle standard nous dit que la matière, donc par exemple cette table-là, est faite d'atomes, ça on le sait depuis 1900, et les atomes sont constitués des noyaux autour desquels il y a les électrons qui tournent. Les noyaux sont constitués des protons et des neutrons, et à leur tour, les protons et les neutrons sont constitués des quarks. Donc il y a 2 types de quarks, les quarks up et les quarks down. Si je prends 2 quarks up et 1 quark down, je fais un proton. Si je prends 1 quark up et 2 quarks down, je fais un neutron. Okay? Parce que les quarks up ont une charge électrique de plus 2 tiers et les quarks down de moins 1 tiers. Donc, si je prends les quarks up et down et je les combine, je forme les protons et les neutrons. Ensuite, je combine les protons et les neutrons entre eux, je fais des noyaux différents. Ensuite, je mets les électrons autour et je fais les atomes, les molécules, tout ça. Donc, je construis tout l'univers que je connais. Avec en plus les neutrinos, qui sont des particules qui sont créées dans les interactions radioactives ou dans les centrales nucléaires ou au centre du Soleil, etc. Donc, ces 4 particules-là, les up, down, électrons et neutrinos, constituent toute la matière qu'on connaît. Il ne faut rien d'autre. Okay? Ces 4 particules-là nous font tout. Bon, après, il y a 2 familles en plus qui ne nous intéressent pas. Ce sont des particules instables qu'on ne considère pas. Mais en gros, avec ces 4 particules-là, on fait toute la matière qu'on connaît. Est-ce que le modèle standard est terminé là ou il y a quelque chose de plus? Là, je pose la question. Donc, ils ont le droit de répondre. Exactement. Non, oui, c'est autre truc. Donc, quelqu'un a dit le boson de Higgs. Donc, il y a une particule un peu particulière qu'on a découvert en 2012 au CERN, à l'accélérateur de CERN de Genève, qui s'appelle boson de Higgs, qui est responsable du mécanisme qui donne la masse à toutes les autres particules. Donc, en fait, avec ça, je suis en train de vous montrer toutes les particules connues qui constituent le monde qui nous entoure. Les atomes, les molécules, les étoiles, les êtres humains et tout ça. Alors, voyons. Est-ce que j'ai une particule qui soit neutre? Je voulais une particule pour faire la matière noire qui soit neutre. D'accord, alors je suis obligé de jeter à la poubelle les particules qui ont une charge électrique. Donc les électrons, par exemple, mais aussi les quarks up, les protons, parce qu'ils ont une charge électrique et donc elles ne peuvent pas être une particule de matière noire, un type de particule qui fait la matière noire. Ensuite, je voulais une particule stable, donc quelque chose qui ne désintègre pas. Je ne sais pas si vous savez, mais le neutron, si vous le laissez seul dans un coin, après 13 minutes, il se désintègre. Ça s'appelle la radioactivité bêta. Et le boson de Higgs aussi, quand il est produit au CERN, il se désintègre dans une fraction de seconde dans d'autres choses. Je suis obligé de jeter à la poubelle ça et ça aussi. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les neutrinos. Donc en fait, les neutrinos, dans les années 80-90, étaient considérés un bon candidat de matière noire parce qu'ils ont presque toutes les propriétés. Mais attention, j'avais besoin des particules lentes qui se déplacent lentement dans l'univers pour former ces grumeaux, cette toile d'araignée. Et en fait, on sait maintenant que les neutrinos sont très légers et donc ils se déplacent très rapidement parce qu'ils ont beaucoup de vitesse, ils ont beaucoup d'énergie thermique, disons cinétique, et donc ils se déplacent rapidement dans l'univers et donc ils ne peuvent pas former ces grumeaux dont j'ai parlé avant. Résultat, je jette à la poubelle les neutrinos aussi. Qu'est-ce que ça me laisse? Rien. Et donc, en fait, il faut postuler l'existence d'une nouvelle particule qui est encore inconnue, comme je l'ai dit depuis le début, qui forme la matière noire, qui sera la matière noire. Alors, dans les dernières 15 minutes, je vais la chercher, cette matière noire. Donc, je vous raconte comment on pense pouvoir la chercher dans les laboratoires et donc l'attraper en quelque sens. Alors, je vais la chercher où? Je vais la chercher dans la Voie lactée, parce qu'on a dit que la Voie lactée, comme toutes les galaxies, a immergé dans ce halo de particules de matière noire. Donc, nous sommes immergés dans ce halo de particules invisibles, qui donc représentent là, j'en ai mis quelques-unes, qui se déplacent du bas en haut, du haut en bas, à droite, à gauche, et en avant, en arrière, dans toutes les directions aléatoires, et qui traversent la galaxie dans toutes les directions, comme une espèce de gaz diffus dans lequel la galaxie baigne. Et
comme on a dit, ces particules ont très peu d'interaction avec la matière ordinaire, donc elles passent à travers le plan galactique, elles passent à travers le gaz, elles peuvent passer aussi à travers la Terre, à travers les murs de cette pièce. Et donc là, ici, en ce moment, il y a des particules de matière noire qui passent dans un sens et dans l'autre. Okay? Je ne suis pas fou, je pense que c'est vrai. Et quelle masse elles ont ces particules-là? Bon, ça dépend, il y a beaucoup de modèles, mais disons que dans les théories les plus accréditées à nos jours, disons que ces particules, on pense qu'elles ont une masse d'environ 10 à 1000 fois la masse d'un proton. Donc un proton en physique des particules avec certaines unités pèse 1 GeV. Et là, on pense que les particules de matière noire ont une masse de 10 à 1000 fois celle d'un proton. Donc des grosses particules massives, donc lentes, qui se déplacent lentement, beaucoup plus lourdes qu'un proton. Et si on fait les calculs, on trouve qu'en fait, étant donné la densité de ce halo et étant donné leur masse, ça veut dire que dans un volume comme celui d'une canette de coca ou de cette bouteille-là, à chaque instant, il y a environ entre 1 et 10 de particules de matière noire qui sont en train de passer avec une certaine vitesse, mais qu'on n'arrive pas à attraper. Non, parce qu'on a dit qu'elles interagissent très peu avec la matière ordinaire, et avec elles-mêmes, en particulier avec la matière ordinaire, donc elles n'interagissent pas avec les atomes d'eau qui sont contenus dans cette bouteille. Et en particulier avec les atomes de mon expérience, de mes expériences. Alors, l'espoir sur lequel je vais baser les dernières minutes, c'est qu'en fait, oui, un tout petit peu, ces particules de matière noire interagissent avec la matière ordinaire. Donc, on a un espoir de pouvoir les attraper avec une expérience que je vais vous décrire, ou plusieurs expériences que je vais vous décrire. Okay? Ça, nos théories nous disent qu'en fait, oui, un peu, elles devraient interagir. Et alors, si elles interagissent, alors on peut espérer de détecter ces particules de matière noire. Quand il y en a une qui passe, je peux essayer de l'attraper. Il y a 3 pistes pour faire ça. Donc, la première piste, c'est la physique, détection indirecte, qui fait appel à la physique souterraine. La deuxième, c'est la production au collisionneur de particules, en particulier au CERN de Genève. Et la troisième, c'est la détection dite indirecte, qui fait appel à la physique spatiale. Donc on va discuter rapidement ça, ensuite ça, et on termine avec ça. Donc, détection directe. Détection directe, ça veut dire la chose suivante. En gros, donc, je prends une montagne, là c'est le Gran Sasso en Italie, parce qu'il y a un laboratoire qui est là-dedans, et à l'intérieur de cette montagne, caché dans les entrailles de la montagne, je mets un détecteur fait d'un matériau très pur, par exemple du germanium ultra pur, caché dans les entrailles de la montagne. Alors, ce qui se passe est que parmi toutes les particules de matière noire, les milliards et milliards et milliards de particules qui sont en train de passer là, qui nous viennent de l'univers et qui passent à travers la Terre et la montagne, si on a de la chance, si elles interagissent un tout petit peu, il y en aura une qui frappe un noyau de mon détecteur, de germanium en ce cas-là, et après elle s'en va. Et ce noyau de germanium, il recule un peu. Pif, il fait un petit bond en arrière. Comme s'il y avait une boule de billard invisible qui est arrivée du cosmos, qui a frappé ce noyau de germanium. Alors, vous comprenez que si je vois quelque chose comme ça dans mon détecteur, c'est un signal direct de passage de particules de matière noire. Donc, en quelque sens, je l'ai attrapé. J'ai vu un effet direct de la présence de la matière noire. Alors, pourquoi on va sous une montagne? Parce que vous savez qu'il y a les rayons cosmiques qui sont produits par le Soleil, qui frappent l'atmosphère, et donc il y a beaucoup de particules qui nous arrivent du ciel, du cosmos. Ceux-là sont absorbés par l'atmosphère et ensuite par la montagne, et donc là, quand on se met sous terre, sous la montagne, en fait, on est caché, on est à l'abri de toutes ces particules-là. Donc, il faut aller vraiment sous terre pour avoir un endroit, disons, calme et silencieux dans un sens de particules cosmiques. On fait ça justement au Gran Sasso en Italie, où il y a le plus grand labo souterrain en Europe, dans le tunnel qui lie Rome à la côte de l'autre côté, adriatique. Mais on fait ça aussi dans beaucoup d'endroits ailleurs, par exemple dans la mine de Homestake, au Dakota du Sud, qui est la mine d'or et nickel, je pense, la plus profonde au monde.
il y a tout au fond, là, à environ 2000 mètres de profondeur, bon, il y a de l'extraction de nickel et d'or, mais aussi il y a des physiciens qui sont en train d'installer leur expérience pour essayer d'attraper une de ces particules qui sont arrivées jusqu'à 2000 mètres de profondeur et peut-être percuter un atome dans l'expérience. Alors il faut se rendre compte que ces expériences sont incroyablement complexes et difficiles à faire. Parce que, imaginez-vous, vous mettez un cylindre de germanium comme ça sous terre et vous attendez. Et rien ne se passe pendant 1 an, 2 ans. Et une fois, tous les quelques mois, il y a un pif, il y a quelque chose qui recule. Donc, même si on se met à l'abri vraiment sous une montagne, dans une mine, etc., il y aura toujours un peu d'imperfection, un peu de signaux, de bruit de fond, disons comme ça. En particulier, par exemple, la radioactivité de la roche. Donc là, on est à côté de la roche, donc il peut y avoir de l'émission radioactive qui fait semblant de faire déplacer mes noyaux de germanium. Donc il faut trouver une astuce pour distinguer ce qui est interaction de la matière noire et ce qui est bruit de fond, radioactivité. Une des astuces que je vais vous raconter est celle que j'appelle, une des stratégies, est celle que j'appelle surfer sur la vague noire. Ce qui veut dire la chose suivante. Donc, on collecte tous les événements, donc tous les reculs de ces noyaux, et on essaie de voir s'il y a une modulation annuelle, donc une variation sur une période d'1 an du nombre collecté de ces événements-là. Pourquoi il devrait y avoir une modulation annuelle? Bon, pour la chose suivante, donc, on a dit que la galaxie, c'est un disque qui tourne dans le halo des particules de matière noire. Et donc, le Soleil est en train de tourner avec le bras spiraux de la galaxie, la Voie lactée. Donc, le Soleil est en train de se prendre dans la figure un vent de particules de matière noire. D'accord? Donc, il voit un vent de particules qui lui arrivent. Alors, dans la période estivale, environ en mai-juin, la Terre, qui tourne aussi autour du Soleil à son tour, elle tourne dans la même direction que le Soleil. Donc, elle est en train d'aller dans la même direction que le Soleil, donc elle va même plus vite, et donc elle se voit venir dans la figure un vent de particules de matière noire important, qui lui arrive comme ça. Dans la période 6 mois après, donc entre novembre et décembre, la Terre, qui a fait moitié de son orbite, tourne de l'autre côté, et donc elle tourne le dos à la vitesse du Soleil, et donc elle se voit arriver dans la figure un vent moins important de particules de matière noire. Okay? Donc, je m'attends qu'en mai-juin, il y aura plus d'événements de recul nucléaire dans le germanium et moins en novembre-décembre. D'accord? Imaginez que vous êtes sur un bateau-mouche ici sur la Seine et il y a une journée de pluie ou de brouillard, disons de pluie. Donc, le bateau-mouche avance dans le brouillard et si vous restez comme ça, vous prenez des gouttes de pluie dans la figure. D'accord? Si vous commencez à courir dans la même direction, vous prenez encore plus de pluie, vous mouillez plus. Si vous commencez à courir dans l'autre direction, vous mouillez moins. Et donc, vous aurez un peu moins de gouttelettes de pluie qui vous arrivent dans la figure. Alors ça, là, c'est exactement la même chose. Donc, je devrais voir plus d'interactions au printemps qu'à l'été, que dans l'hiver. Alors, la chose qui devient intéressante maintenant, c'est qu'en fait, il y a une expérience qui est justement installée au Gran Sasso en Italie, dans le laboratoire souterrain dont j'ai parlé, qui s'appelle DAMA, qui affirme d'avoir vu ça. Donc, cette expérience a pris des données pendant des dizaines d'années, et vous voyez que leurs résultats sont les points ici ronds avec les croix. Donc, leurs données sont plus abondantes dans la période estivale et moins abondantes dans la période hivernale. Donc, ce qu'ils sont en train de voir, c'est quelque chose qui est exactement comme prédit par le schéma que je vous ai montré avant. Okay? Alors, pourquoi je ne suis pas là à vous dire qu'on a finalement découvert la matière noire, que l'expérience d'Ama après le prix Nobel, etc. etc. Ben, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, l'état de l'art actuel, c'est que d'un côté, il y a quelques expériences, comme par exemple Dama, mais aussi d'autres, qui affirment d'avoir vu quelque chose de bizarre, quelque chose qui, en fait, serait un signal de matière noire. Mais de l'autre côté, il y a d'autres expériences, notamment celle-ci qui s'appelle LZ, qui est installée aux États-Unis, qui trouvent qu'en fait, non. Elle ne confirme pas les signaux vus par l'expérience d'Ama. Donc ça, comme toujours dans la science, il y a un groupe qui trouve quelque chose, il y en a d'autres qui vont chercher de vérifier, etc. Et là, il n'y a pas accord. Donc il y a quelqu'un qui affirme avoir détecté la matière noire pour la première fois dans l'histoire, et d'autres que non, vous n'avez rien vu. Et donc il y a débat, il y a des discussions. Donc
dans ces semaines-là, il y a une conférence au 2e étage justement sur ce type de problème-là. Il y a une cinquantaine de personnes qui débattent, qui discutent de ça. Et nous sommes tous là comme ça, parce que, disons, état d'excitation permanente pour savoir qui a raison entre celui-ci et celui-là. Détection indirecte. Donc, deuxième stratégie. Deuxième stratégie, ça veut dire la chose suivante. Donc, on a dit que la galaxie est un disque qui tourne à l'intérieur de ce halo des particules de matière noire, qui sont apparues là, il y a un gaz diffus qui est apparu. Donc, nos théories nous disent que ces particules de matière noire, que j'ai représentées en gris ici, peuvent se annihiler, on dit, donc se autodétruire l'une l'autre. Donc, s'il y a une particule et une autre particule qui se rencontrent, nos théories nous disent qu'il y a une probabilité que ces particules se autodétruisent, comme la matière et l'antimatière, et produisent d'autres particules. Par exemple, des électrons, des positrons, des protons, d'antiprotons. Donc, des particules qu'on connaît. Donc, on a une production des particules, comme par exemple les électrons et positrons, dans la galaxie à cause de ces annihilations, ces autodestructions et destructions de particules de matière noire. Donc après, ces particules d'électrons et positrons, par exemple, vont se balader dans le champ magnétique de la galaxie, ils vont se faire un parcours de quelque sorte. Ils peuvent être soufflés par le vent des étoiles qui se trouvent ici dans le plan galactique. Ils peuvent même passer à travers le plan galactique, faire des chocs, rencontrer du gaz, etc., etc. Mais ce qui nous importe, c'est qu'en fait, certaines de ces particules peuvent arriver jusqu'au système solaire, jusqu'à la Terre, et nous, on peut les collecter. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met dans les expériences en orbite, on met des détecteurs, comme des grands filets à papillons, qui sont en train de collecter ces particules qui pourraient nous arriver des annihilations des particules de matière noire dans la galaxie. Donc, imaginez, si je vois un signal, si je vois des particules qui nous arrivent de la galaxie, ça pourrait être un signal, certes indirect, mais un signal de la présence des particules de matière noire dans la galaxie qui se sont anniquilées, qui se sont autodétruites pour produire ces particules-là. Alors, quel est l'état de l'art dans ce type d'expérience? C'est un peu similaire à celui d'avant, c'est-à-dire qu'il y a une expérience qui s'appelle Pamela, qui en 2008 a trouvé un excès de ces positrons, donc ces particules, les anti-électrons, qui pourraient venir de ces annihilations de matière noire quelque part dans la galaxie. Alors d'ailleurs, pour l'histoire, Pamela est ce truc-là qui regarde vers le haut pour collecter les particules qui nous arrivent du cosmos, accroché à ces satellites militaires russes qui regardent en bas pour espionner la surface de la Terre. Donc ça ne pourrait pas se faire maintenant, mais à l'époque, on pouvait. Donc Pamela a détecté cet excès de particules provenant du cosmos qui pourrait être dû aux annihilations des particules de matière noire. Sauf que de l'autre côté, il y a d'autres expériences, par exemple le satellite Fermi, lancé par la NASA en 2009, qui a vu la même chose, mais pas exactement, parce qu'il manquait une chose complémentaire, qui sont les rayons gamma, qui devaient être là, accompagner ces positrons-là. Bon, en fait, oui, on les a vus, mais ailleurs, un autre type. Donc, il y a tout un débat encore en cours. Et donc, il y a d'autres expériences, comme par exemple l'expérience AMS, qui est installée sur la Station spatiale internationale. C'est ce petit truc-là sur la Station spatiale internationale, qui est en train de collecter des données, collecter ces particules pour voir, en fait, si c'est Pamela qui a raison, si c'est Fermi qui a raison, ou d'autres encore. Donc, les théoriciens comme moi sont toujours dans cet état-là, parce qu'on ne sait jamais à qui croire. Et la dernière chose dont je vais parler, c'est la production au collisionneur de particules. Donc, production au collisionneur de particules, ça veut dire qu'en fait, on utilise les collisionneurs de particules qui se trouvent au CERN. Donc, vous avez peut-être entendu parler, donc les machines les plus puissantes, les plus compliquées jamais construites par l'humanité, pour essayer de découvrir la matière noire. Donc, pour expliquer ce qu'ils font les chercheurs au CERN, j'ai recruté mon fils, qui s'appelle Fabio, qui en fait le même travail que les physiciens du CERN, parce que qu'est-ce qu'il fait lui? Donc lui, il prend deux voitures, il les accélère en vitesse proche de celle de la lumière, comme vous voyez là, et après il réalise une collision. Okay? Donc lui, il veut casser les voitures, et il y arrive très bien. Et les physiciens du CERN font exactement la même chose sur une échelle différente, parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'on a construit un accélérateur de particules qui fait une circonférence de 27 km, qui se trouve à la frontière entre la France et la Suisse, sous la campagne de Genève.
et qui est un anneau de 27 km dans lequel il y a deux faisceaux de protons, donc pas des voitures, mais des protons, qui sont accélérés à une vitesse proche de celle de la lumière, en fait une énergie de 7 téraélectronvolts qui comporte une vitesse à peu près proche, très très proche de celle de la lumière. Alors la magie de la physique des particules, c'est qu'en fait, contrairement à Fabio qui est justement juste en train de casser les voitures, ici, ce qu'on fait est que l'énergie donnée à ces deux protons, ces deux faisceaux de protons, quand ils se rencontrent, est transformée dans la masse de quelque chose d'autre. Donc, grâce à E égale mc carré, je peux transformer l'énergie, E, dans la masse de quelque chose d'autre. Et donc, je peux en particulier produire des particules nouvelles, par exemple des particules de matière noire, qui ont une masse et qui n'existaient pas, et ces particules-là n'existaient pas avant. Donc, je serai en train de créer moi-même, nous-mêmes, les particules qui remplissent les galaxies, les cosmos, etc. Alors, pour schématiser, ce que je suis en train de faire au LHC, c'est de collisionner deux protons et produire des particules de matière noire. Alors, en fait, pour être plus précis, je suis en train de collisionner des quarks et des gluons qui sont contenus à l'intérieur de ces protons. Bon, on en a parlé rapidement avant. Mais vous voyez tout de suite qu'il y a un petit souci. Donc, le problème est que si je produis ces particules de matière noire, là, au centre de ces collisions au CERN, on a dit que les particules de matière noire, elles n'interagissent pas avec la matière. Donc, elles ne laissent pas de traces dans mes détecteurs. Et donc, comment je peux savoir que j'ai produit quelque chose? J'ai un souci. Bah, en fait, la preuve est exactement le fait qu'il y a quelque chose qui manque. Donc, l'évidence est l'énergie manquante. C'est-à-dire, si j'ai fait une collision et il n'y a rien qui sort, ça veut dire que la chose qui a été produite est quelque chose d'invisible qui n'interagit pas avec la matière, qui s'en va sans laisser de traces. Okay? Donc, l'énergie manquante, c'est qu'on cherche aux accélérateurs pour une preuve, un peu indirecte, mais une preuve qu'on a produit des particules de matière noire, particules invisibles. Alors, encore une fois, c'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, il faut chercher dans le plan transverse pour des raisons techniques que je ne veux pas développer, mais en fait, ça veut dire que dans le plan comme ça, on cherche dans le plan transverse tout ce qu'on voit, et on voit s'il y a un déséquilibre de l'autre côté, quelque chose qui s'échappe sans laisser des traces. Si je vois quelque chose comme ça à l'accélérateur de particules de Genève, alors j'ai une preuve que j'ai produit des particules de matière noire. Okay? Quel est l'état actuel des recherches dans ce cas? Bon, en fait, pour le moment, on n'a rien vu. Donc, il n'y a pas d'énergie manquante dans les milliards et milliards et milliards et milliards de collisions qu'on a fait au LHC au Genève. Et donc, là, disons que la réaction est un peu différente. OK. Donc, avec ça, je pense que j'ai terminé. On n'a pas trop débordé. Donc, pour résumer, qu'est-ce que j'ai discuté ce soir? J'ai discuté qu'en fait, on essaie de répondre à la question suivante, de quoi est fait notre univers. Donc, on a compris qu'en fait, le 95% de l'univers est dans quelque chose d'inconnu, noir et mystérieux. Et en particulier, on a parlé de cette matière qui s'appelle matière noire, qui est invisible mais bien existante et importante pour la création de l'univers. Il y a les galaxies baignent, remplissent les galaxies, l'univers en général, en particulier aussi la Voie lactée. Donc nous baignons dans ce halo de particules de matière noire sans savoir de quoi il s'agit. Un type de particules nouvelles qu'on n'a pas encore réussi à découvrir. Et on a plusieurs pistes. Donc on a la détection directe, on a la détection indirecte, on a la production collisionneur. Il y a des suggestions, disons, des choses intrigantes ici et ici. Il n'y a pas encore grand-chose ici, mais on continue les recherches tout le temps. Donc, c'est un moment extrêmement excitant pour travailler dans ce type de domaine parce qu'il y a plein de résultats, il y a plein de choses, il y a plein d'idées qui nous arrivent. Et donc, nous, on est tous là dans ce stade-là. C'est un mystère qui dure depuis 100 ans, en gros, parce que c'est Zwicky, en 1933, qui l'a postulé pour le premier. Tu étais déjà là, à l'époque? Et on espère qu'en fait, on soit vraiment très proche de la solution parce qu'il y a tellement de mystères qui nous échappent encore qu'on y arrive presque. Et avec ça, je m'arrête. Thank you.